Oui. 1988. 1800, non 1888, oui, une petite erreur. Et après avoir eu son bac, il a fait Saint-Cyr. Et une grosse coïncidence, il a fait Saint-Cyr avec deux hommes réellement célèbres, le général de Gaulle et le général Juin, qui a eu une part très très importante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ben évidemment, après Saint-Cyr, il est parti, il a été muté dans l'Est de la France en 1913. Il a pris part au combat, mais uniquement sur un an. Il a été blessé, il est revenu, il a été blessé une deuxième fois, et en fait, il était complètement dans le coma. Il a été, dans un hôpital allemand, et ensuite, il s'est retrouvé donc interné, et pendant plusieurs années, il a essayé de s'évader. Il a réussi son évasion. C'est assez rocambolesque, je ne vais pas vous en parler, mais après une douzaine de tentatives, il a réussi à sortir du fort de Ingolstadt et il a pu rejoindre la France. Alors, toute ma présentation va être chronologique. Alors, à Londres, De Gaulle obtient l'accord des Russes, Russes, soviétiques, j'emploie souvent le mot russe pour soviétique, mais enfin vous comprendrez. Il obtient l'accord pour une mission militaire. Alors la mission militaire, au départ, c'était d'envoyer quelques personnes à Moscou. Bon, là-dessus, l'URSS a répondu OK, mais on va voir ce qui va se passer. Et alors le 3 mars, la mission est partie. Au départ, il y avait deux personnes. Il y avait donc mon grand-père, qui était le responsable des militaires, et un civil qui avait été ambassadeur à Moscou et qui, en fait, allait jouer un petit peu le rôle d'ambassadeur, mais sans le titre, bien sûr, puisqu'il y avait déjà un ambassadeur de France à Moscou, donc dépendant de Pétain. Donc ces deux personnes sont arrivées. Une petite particularité, quand ils sont arrivés en mars, l'ambassadeur, Garot, là, est parti à Kuybyshev, là où était en fait Staline et tout le gouvernement russe. Et il était accompagné d'une autre personne, mais qui elle est venue par avion du Moyen-Orient, Raymond Schmittler, qui est arrivé le 4 mars, je crois, en URSS. Donc mon grand-père s'est retrouvé tout seul à Moscou. Bon, alors il a essayé de constituer un bureau pour faire une mission. Il était à l'hôtel. Les débuts ont été difficiles et De Gaulle, en partant, lui avait fixé plusieurs objectifs. Envoyer un groupe de chasse. Alors là, je fais référence à des aviateurs. Excusez-moi, là, j'ai passé une slide. Ah, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis retrouvé, en fait, il y a eu, en fait, au mois de mai, une rencontre entre Molotov et De Gaulle à Londres, et la mission a été un peu plus acceptée. Donc le 5 septembre, ça veut dire 7 ou 8 mois après son arrivée à Moscou. Donc rien ne s'est passé pas grand-chose du moins, pendant les premiers mois de 1942. Le 5 septembre, la mission s'installe quai Kropotkin, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, le long de la Volga, si je ne dis pas de bêtises, et donc dans une énorme maison là, qui comportait une vingtaine de pièces. Et en fait, ça va être un peu le quartier général de mon grand-père et puis de tous les aviateurs, ainsi que certains visiteurs, lorsqu'ils arrivaient à Moscou. Alors là, De Gaulle, voyant que ça n'avançait pas beaucoup, en fait, cette coopération entre la France et l'Union soviétique, a envoyé. Alors pourquoi ça n'avançait pas? Il avait un peu envoyé mon grand-père au casse-pipe, si on peut dire. Mon grand-père ne parlait absolument pas russe. Il parlait un peu anglais, il parlait espagnol, français, mais pas du tout russe. Donc, les autorités soviétiques lui ont fourni une
l'interprète. C'était une dame qui, en fait, l'aidait donc dans ses relations avec les autorités militaires. Bon, assez vite, alors, je vais parler de Mirles, qui est une personne importante. Mirles était donc un aviateur, un ingénieur qui avait beaucoup travaillé dans les usines d'aviation en France et qui a été fait militaire par De Gaulle. En fait, il a été nommé capitaine, je pense, par De Gaulle à Londres. Et Mirles parlait couramment russe. Donc, c'était vraiment l'homme de la situation. Et donc Mirles a été envoyé en septembre aider mon grand-père. Et Mirles, évidemment parlant russe, a été extrêmement utile pour pouvoir améliorer, faire avancer en fait le projet qui est le projet de Normandie, c'est-à-dire de faire venir des aviateurs en Union soviétique. Et l'interprète, se trouvant être du KGB, elle a été plus ou moins remerciée. Donc là, la mission s'est structurée. Il y a eu de plus en plus de discussions avec les autorités, toujours sur l'envoi de Normandie. Alors quand je dis Normandie, c'est le groupe Normandie. Alors le groupe Normandie, ce sont ces aviateurs qui voulaient absolument se battre sur le front Est, et une grande partie de ces aviateurs, une bonne partie de ces aviateurs se trouvaient, comme je disais tout à l'heure, au Liban, et d'autres étaient tout simplement à Londres. Hein. Et à Londres, en fait, ils étaient dépendants de la RAF. Hein. Et alors, les choses évoluant, en novembre, il y a eu le débarquement des Alliés, principalement des Américains, à Alger et au Maroc. Donc, à ce moment-là, c'est un événement important dans le combat entre la France et l'Allemagne, entre les Alliés et l'Allemagne. Il y a eu création, je passe les détails, hein, mais il y a eu les militaires qui étaient français, qui étaient au Maroc et en Algérie, ont été ont pris la position des Alliés. Ils sont venus, ils ont accepté de se battre avec les Américains. C'était pas évident, hein, ils dépendaient de Pétain. Donc ces Alliés ont créé donc une armée qui au départ a reçu énormément d'équipements en Afrique du Nord, et l'objectif de cette armée, des Alliés, était d'envahir, d'aller vers l'Allemagne par le sud. Alors je ne vais pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais vous savez la suite. Hein. La suite, c'est l'invasion de la Corse en premier, et par la suite, donc le débarquement des Alliés en Italie, donc la guerre d'Italie, avec les Alliés qui ont remonté toute l'Italie pour arriver finalement en Allemagne. Arriver à Moscou, et ces aviateurs vont tout de suite aller dans un centre d'entraînement. Alors, il s'agit uniquement de 14 pilotes, et ce n'est pas indiqué ici, mais il y avait aussi des mécaniciens français, mécaniciens d'aviation. Alors ces aviateurs vont à Ivanovo pour l'entraînement. Les aviateurs étaient commandés par, je crois que c'est le commandant Pouliken, et ce commandant n'a pratiquement pas participé à l'épopée de Normandie. Il est resté au début, ensuite il est reparti, il a été remplacé par Pullman, plus jeune, qui a pris toutes les décisions sur, par exemple, le choix des avions et et c'est lui qui a dirigé le groupe Normandie au tout début, donc en 1942. Alors, cette slide, je vais la passer assez rapidement, c'est tout simplement le nom de ces 14 pilotes. Donc ça, c'est Normandie, le groupe Normandie. On voyait, en fait, Normandie, on ne voit pas très bien, hein. C'est tout simplement une habitude dans l'armée française, chez les aviateurs. Il y a des groupes qui ont toujours le nom d'une région française. Donc il y a le groupe, là
Il doit y avoir le groupe Vendée, le groupe Normandie, le groupe Bretagne, etc. Donc ils ont pris le nom de Normandie. Mars à novembre, pourquoi? Parce que principalement, les aviateurs se battaient quand il faisait, à partir du printemps jusqu'à l'automne. Mais en hiver, les conditions étaient tellement difficiles, les avions ne pouvaient pas voler. Hein. Donc, il a commencé, le groupe Normandie a fait donc plusieurs campagnes. Alors, les plus célèbres, au départ, en fait, les 14 pilotes se sont battus sur Kattouga. Ils ont eu un certain succès, mais ce n'est pas indiqué ici. Mais enfin, il y a pas mal de pilotes qui ont été abattus, qui sont décédés. À la suite de Kattouga, il y a eu la bataille de Kursk. Là, de nouveau, ils se sont, bien comportés. Et ensuite, la bataille de Smolensk. Au total, 27 victoires. 27 victoires, ça veut dire 27 avions abattus et reconnus comme abattus. Évidemment, quand les aviateurs, quand ils abattent un avion ennemi, il faut qu'ils arrivent à prouver que cet avion a été réellement abattu. En octobre 1943, donc là on arrive à la fin 1943, on est en octobre, il reste seulement 5 pilotes. Vous avez vu tout à l'heure 14 pilotes, il n'en reste plus que 5. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout ou on envoie des pilotes? Bon, le comportement des pilotes, ça vous a été un peu expliqué par M. Guiraud, hein. Il vous a beaucoup parlé des pilotes au mois d'octobre. Bon, il y a eu au départ peut-être des petits problèmes, mais en fait, il y a eu une très bonne coopération entre les pilotes russes, enfin on va dire l'armée soviétique et ce groupe d'aviation qui a eu de plus en plus de renommée. Ils ont considéré, les soviétiques ont considéré en fait que c'était des très bons pilotes, et c'était effectivement des pilotes qui avaient quand même pas mal d'heures de vol. Et donc, il y a eu ce que les autorités françaises cherchaient, c'était à renforcer ce groupe, et on a eu l'accord, enfin la France a eu l'accord, pour créer maintenant une escadrille. Une escadrille, c'est un terme que les aviateurs utilisent quand il y a un groupe important. Alors là, on passe en 1944. Alors là, en 1944, principalement, donc, on va commencer par le début. En février, Normandie a obtenu ses 3 escadrilles. Donc, il y a eu énormément de pilotes qui ont été envoyés d'un peu partout. La France s'est organisée. Il y avait un commandement des pilotes qui était au départ à Londres et ensuite à Alger. Et c'est eux qui organisaient l'envoi donc de pilotes en tant que renfort pour pouvoir se battre sur le front Est. Donc les pilotes français, entre février et sur le premier semestre, ont participé au front du Niémen. Alors sur le Niémen, cette rivière, l'armée soviétique avançait d'est en ouest, et là ils étaient donc près du Niémen, et l'escadrille, donc les 3 escadrilles, ont eu des résultats extrêmement bons. Il y a eu un nombre d'avions allemands abattus tellement important que ça a forcé le respect des soviétiques. Le 1er août, Normandie reçoit les félicitations de Staline. Donc je pense que mon grand-père a été convoqué, il a reçu les félicitations en tant que représentant de Normandie, et pour l'intervention sur le Niémen. Et à partir de là, il a été, je pense que c'est les soviétiques qui ont suggéré d'appeler Normandie-Niémen. Le 30 octobre, Normandie-Niémen avait remporté 102 victoires en uniquement 11 jours, sans aucune perte. Donc ça, c'est sur le Niémen. Ça a été évidemment un fait extrêmement important pour la gloire de ce groupe Normandie.
et les aviateurs ont reçu l'étoile rouge. 1945, on n'est pas très très loin de la victoire. Les Allemands, eux, ont envoyé, ils ont envoyé leurs meilleurs pilotes sur le front Est. Donc les combats ont été beaucoup plus durs pour les pilotes de Normandie-Niemen, qui étaient des pilotes qui avaient quand même pas mal d'expérience. Et en fait, le résultat final, si on peut dire, Normandie-Niemen finira la campagne avec 273 victoires sur 5000 missions et 869 combats. Et pendant toute cette période, le total des pilotes qui sont arrivés en Union soviétique, c'était donc 97, et Normandie-Niemen a perdu 42 de ses pilotes. Le 5 juin, ils recevront la médaille de la victoire et 4 pilotes, on en a parlé donc en octobre pour ceux qui étaient venus dans la présentation de M. Guiraud, 4 pilotes ont été faits héros de l'Union soviétique. Alors voici le nom de ces pilotes qui sont devenus célèbres, peut-être plus célèbres en Union soviétique qu'en France. Albert, Delapoppe, Lefebvre et André. Et maintenant on arrive à juillet 1945, la guerre est pratiquement terminée et Staline donnera son accord pour que les aviateurs, donc tous les aviateurs qui étaient donc encore en Union soviétique, puissent revenir en France avec leur Yak-3. Alors voici une photo de ces aviateurs et voici le fameux Yak-3. Alors le Yak-3, de nouveau, je ne suis pas du tout spécialiste, mais enfin j'ai récolté pas mal d'informations sur Internet. C'était un avion qui était plus léger et très maniable. Et il avait été choisi par les aviateurs au départ, par Tulane d'ailleurs, comme étant l'avion qui était le plus pratique pour eux. Les soviétiques avaient proposé plusieurs types d'avions, dont des avions anglais et américains. Mais là, c'était une solution de bon sens, parce que les Yak étaient fabriqués en Union soviétique, il était beaucoup plus facile de trouver les pièces détachées, donc c'était tout à fait évident qu'il fallait utiliser donc, ces Yak. Et en même temps, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait pas mal de mécaniciens français qui étaient au Liban et qui ont suivi les pilotes. Ces mécaniciens français sont partis en fait de l'Union soviétique et ont été remplacés par des mécaniciens russes, très très vite. Les mécaniciens russes, connaissant beaucoup mieux, bien sûr, le Yak. Alors, une particularité du Yak, c'est que dans les périodes très froides, le Yak avait un système de démarrage très particulier et que n'avaient pas les avions allemands. Donc, les avions allemands se retrouvaient bloqués dans les aérodromes. Les Yak pouvaient, eux, démarrer. J'ai vu sur Internet, en fait, le système, c'était tout simplement un camion qui arrivait devant l'hélice et qui se branchait sur un axe de l'hélice et qui démarrait l'hélice. Dans le passé, quand on voit les avions très anciens, on voit le mécanicien qui prend la pale de l'hélice et puis qui la fait tourner. Bon là, c'était pas possible avec ces avions beaucoup plus modernes. Donc il fait démarrer le moteur. Autrement, c'était très très difficile dû au froid. Et donc les pilotes pouvaient sortir dans des températures extrêmes. Alors, je crois qu'on a beaucoup parlé aussi en octobre des liens qui se sont créés entre les mécaniciens russes et les pilotes français. Il y a eu pas mal d'anecdotes, je ne vais pas les répéter, mais enfin, il y a eu un groupe extrêmement homogène. Les mécaniciens russes ont été extraordinaires et les pilotes ont pu, comme ça, passer d'un endroit à un autre avec des avions qui étaient fiables pendant toute cette guerre. Alors c'était une des difficultés du Yak, mais je pense que c'était sans doute une difficulté, je ne suis pas trop sûr, mais de tous les avions, c'est qu'il n'y avait pas de repères topographiques, il n'y avait pas de GPS. Donc ça devait être assez difficile de manœuvrer ces avions et puis de revenir au centre d'entraînement, enfin au centre dans leur base. À Alger,
C'était donc d'Alger que les militaires français étaient commandés. Alors par le général Giraud. Il y avait le général Giraud qui était sur la partie militaire, et De Gaulle qui avait son gouvernement, le CFLN, avec beaucoup de civils français qui en fait préparaient l'après, pour pouvoir s'organiser à la fin de la guerre. Donc le 5 septembre, mon grand-père s'est rendu à Alger. Il est revenu à Moscou. Le 5 septembre, il est revenu à Moscou avec une lettre pour Staline. Et le 5 septembre, il a rencontré Staline pour lui expliquer les objectifs, les nouveaux objectifs militaires de la mission en Russie. Donc rappelez-vous, 1943, les aviateurs ont commencé à se battre, mais c'était toujours le groupe, c'était pas encore Normandie-Niemen. Le 25 septembre, ma grand-mère et ma tante sont arrivées à Moscou. Alors, elles ont aussi participé. Alors, ça a été évidemment une aide précieuse pour mon grand-père, qui s'était trouvé tout seul pendant 2 ans, et qui, de plus, avait donc ma grand-mère et ma tante qui parlaient pratiquement couramment l'anglais, et qui ont pu l'aider dans les relations avec les anglo-saxons qui étaient à Moscou. En octobre, il s'est rendu dans la région de Kiev, et en octobre, c'est un point historique, j'ai parlé des Alliés qui ont débarqué en Algérie et au Maroc. En octobre, déjà, 1943, libération de la Corse. En mai, le corps expéditionnaire, qui est parti donc, du Maroc, Algérie, Tunisie, a donc débarqué en Italie, et de l'Italie, du sud de l'Italie, est remonté sur Rome, en passant par le verrou de Monte Cassino. Ce verrou, c'était... l'Italie, c'est très montagneux, l'intérieur de l'Italie. Et donc, pour l'avancée des militaires, c'était très très difficile. Et les Allemands avaient... en fait, ils reculaient, mais intelligemment, ils avaient mis un verrou à Monte Cassino, et les Alliés ont buté sur Monte Cassino pendant plusieurs mois. Et c'est là que Juin, qui était donc le commandant français, des Français du groupe français qui suivait les Alliés, a pas mal aidé les Alliés pour pouvoir déverrouiller avec les militaires français Monte Cassino. De nouveau, je suis un peu les dates. En juin, le général Petit est promu général de division. Et en juin, il y a ce fameux défilé à Moscou des 57 000 prisonniers allemands. Donc ça commence à être le début de la fin. En août, débarquement en Provence. Alors en 1944, le fait marquant, c'est décembre 1944. De Gaulle rencontre Staline à Moscou pour signer le pacte franco-russe. Les 2 aviateurs ont participé à cette réunion. Il y a eu des négociations assez houleuses parce que les soviétiques et les Français n'étaient pas d'accord sur l'avenir de la Pologne. Finalement, le pacte a été signé le 10 décembre. Là, on arrive maintenant en 1945, le 9 mai, donc c'est la célébration de la victoire à Moscou. Non, pardon, célébration de la victoire, le 24 juin, fête de la victoire sur la place rouge. On va voir une petite animation. Et le 25 juillet, sa mission étant terminée, mon grands-parents et ma tante sont retournés en France.
Alors, les malgré nous. En août 1942, 130 000 Alsaciens-Lorrains sont enrôlés dans l'armée allemande. Au printemps 1943, les autorités soviétiques, alors ils sont tous dans des camps de prisonniers en Union soviétique, mélangés avec des Allemands. Au printemps 1943, les autorités soviétiques acceptent de les séparer des prisonniers allemands. Donc ça, c'était un petit peu le... Je disais que mon grand-père n'était pas aviateur, et donc il a pu en fait organiser les Normandies de Moscou, mais il a eu un rôle aussi très important dans la libération des Malgré-nous. En août 1943, c'est la mission donc de récupérer ces Alsaciens-Lorrains pour en faire, au départ, vous vous souvenez, j'avais dit que le corps expéditionnaire français, que De Gaulle en fait avait abandonné en 1942, la mission poussait pour qu'il y ait aussi un corps expéditionnaire français qui aurait été constitué en fait des Alsaciens-Lorrains qui seraient passés de l'armée allemande à l'armée soviétique. Alors en fait, ça n'a pas été accepté par le commandement militaire français d'Alger pour la raison simple, c'est que le gouvernement militaire donc, de Giraud cherchait en fait des militaires pour pouvoir envahir la Corse et faire la guerre d'Italie, et débarquer en Italie. Donc ça ne s'est jamais fait, mais il a fallu s'occuper quand même de ces prisonniers qui étaient dans des camps de prisonniers en Algérie, en Union soviétique et un peu partout, dans plusieurs camps. Ont été rassemblés principalement à Tambov, qui serait, je crois, à 250 km de Moscou. Donc là, les conditions se sont un petit peu améliorées, mais enfin, c'était quand même pas terrible. Il y avait aussi un camp de prisonniers à Odessa. La France, par l'intermédiaire de mon grand-père, a obtenu donc la libération des premiers Alsaciens-Lorrains. C'était un groupe de 1500 prisonniers. Pour ça, c'était assez difficile parce que les soviétiques avaient du mal à distinguer les Alsaciens-Lorrains des Allemands. Et ils pouvaient soupçonner que les Allemands essayent d'être libérés en se faisant passer pour des Alsaciens-Lorrains. Donc il a fallu contrôler tous ces prisonniers. En fait, c'est tout simplement, ça a été des missions de mon grand-père avec du secrétariat de ma tante pour pouvoir faire regarder un petit peu le CV de ces prisonniers. Et là, ils ont constitué donc un groupe qui était absolument de 1500 prisonniers dont ils étaient certains que c'était vraiment des Alsaciens-Lorrains. Et ce groupe a pu partir en juillet 1944. Et par la suite, ils ont participé, ils ont été enrôlés donc, en Algérie par Giraud et par l'armée française.
Donc il y a eu un premier départ en juillet 1944. Le deuxième départ de 2500 a été en mai 1945. Alors ceux-ci ont dû participer sans doute à la remontée des corps expéditionnaires français sur l'Allemagne, mais il en restait encore pas mal. Sur Internet, j'ai retrouvé qu'il y a eu encore quelques prisonniers qui ont été libérés seulement dans la période de 45-55. Je n'ai pas indiqué tout à l'heure, mais le retard du départ des prisonniers français, des Français prisonniers dans ce camp de Tambov, était aussi lié au fait que les soviétiques voulaient que les prisonniers soviétiques en France soient libérés. Et ça aussi, ça a pris du temps. Mais enfin, bon, je crois que c'est au moment où les prisonniers soviétiques ont été libérés que le feu vert a été donné pour la libération des prisonniers français à Tambov. En Deuxième Guerre mondiale, la France il a perdu vers 700 000 personnes. 700 000 personnes. De 700 000 personnes, 90% elles sont décédées à la Russie, à bloc de l'Est, donc elles étaient bien alliées avec l'Allemagne hitlérienne. Heureusement, après, heureusement pour la France, hein, après, à partir du moment quand a été effectuée une réunion Roosevelt, Staline et Churchill, grosso modo, on va dire comme ça, Churchill il a un peu charmé Staline, tout simplement parce que la Grèce elle est entrée dans l'OTAN. Automatiquement, il avait contrôle sur le canal de Suez, et à partir de ce moment-là, la France elle était reconnue comme un allié bien qui était contre l'Allemagne hitlérienne. Donc Hitler était abandonné par rapport à toutes les forces qui se étaient construites. L'Allemagne elle était complètement détruite. Il ne faut pas oublier, comme en Deuxième Guerre mondiale, la Russie elle a perdu 27 millions d'habitants. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier comment les Serbes, qui sont chrétiens orthodoxes, également, ils sont bien payés. Deuxième Guerre mondiale, par rapport à leur population, c'est en supériorité par rapport aux Russes. Parce qu'à l'époque de Deuxième Guerre mondiale, par rapport à la Russie, il avait, donc, allez, on va dire, l'Union soviétique, il avait à peu près plus de 200 millions d'habitants en Deuxième Guerre mondiale. Il a perdu 30 millions, ça représente à peu près 15% de la population soviétique. Mais de l'autre côté, les Serbes en Première Guerre, en Deuxième Guerre mondiale, ils ont perdu 3 millions, ça représente 50% de la population serbe. Donc, de cette nouvelle histoire, d'une histoire contemporaine, les Serbes, ils sont en permanence stigmatisés tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre de religion. C'est la guerre entre les chrétiens orthodoxes et les catholiques qui sont bien présents à la frontière Pologne, etc., etc. Ça, je vous dis entre parenthèses. Donc, il y avait beaucoup de prisonniers évadés, de prisonniers, français en Union soviétique. Beaucoup se sont évadés et le capitaine Delannoy les a rassemblés dans une petite brigade. Et cette petite brigade est donc allée se battre en Slovaquie. Alors il s'agit en fait de 20 à 30 partisans français. La Slovaquie, en fait, j'ai lu sur Internet que elle s'en est rappelée. Il y a un monument qui commémore cette participation d'une vingtaine, de 30 Français qui ont combattu les Allemands en Slovaquie. Alors, mon grand-père a été aussi impliqué, puisque lui, son rôle, c'était en fait de pouvoir renvoyer tous les Français prisonniers en France. Alors ça, j'arrive à la dernière slide. FranceURSS. FranceURSS, c'est une association qui a pour objectif les échanges culturels entre les deux pays. C'est une association
qui organise aussi des voyages touristiques. J'ai mis entre parenthèses Gilles Perpéco, une petite anecdote qui est parti en Russie par le biais de l'association. Il n'était pas facile d'obtenir un visa. Donc François s'occupait de ces visas. L'objectif aussi était la promotion de la langue russe. Cette association se trouve à Paris. À Paris. Alors je l'ai cité parce que mon grand-père, en revenant de l'Union soviétique, a été sollicité par cette association à laquelle il a adhéré assez vite. Et au début, il y a donné plusieurs conférences en tant que militaire. Et il a été président de cette association pendant 16 ans. Et j'ai mis à la fin ce que j'ai retrouvé sur Internet, des adhérents célèbres français de l'association, comme Louis Aragon, Frédéric Joliot-Curie,